Sans perdre de temps, j'ai raconté à ma mère ce que je savais. J'aurais peut-être dû le faire depuis longtemps. Nous comprenions que notre situation était délicate et dangereuse. L'homme nous devait de l'argent, c'était certain, mais les compagnons d'équipage du capitaine, à commencer par les deux spécimens que j'avais vus, Black Dog et l'horrible aveugle, étaient sans doute peu enclins à abandonner leur butin pour payer les dettes du mort. Devais-je suivre les instructions du capitaine et trouver un cheval pour aller chercher le docteur Livesey ? Je ne pouvais pas laisser ma mère seule et sans protection. En vérité, il nous semblait impossible, à l'un comme à l'autre, de rester dans la maison. Le craquement du feu dans la cheminée de la cuisine, le tic-tac même de l'horloge nous inspirait une immense frayeur. À nos oreilles, les alentours semblaient hantés par des bruits de pas s'approchant, et quand je pensais d'un côté au corps du capitaine étendu sur le sol du salon, de l'autre à ce détestable aveugle rôdant dans les environs et sur le point de revenir, j'avais l'impression par moments que j'allais bondir hors de ma peau tellement j'avais peur. Il nous fallait prendre une décision le plus vite possible, et il nous est enfin apparu judicieux d'aller chercher de l'aide au hameau. Aussitôt dit, aussitôt fait. Nous sommes sortis tête nue et avons couru dans la brume glacée qui assombrissait encore la nuit tombante. Le hameau se trouvait à quelques centaines de mètres, mais caché sur le versant de la crique suivante, et, ce qui me rassurait, dans la direction opposée de celle par laquelle l'aveugle était arrivé, et, on pouvait le supposer, reparti. Le trajet ne nous a pas pris beaucoup de temps, même si nous nous arrêtions parfois pour nous serrer l'un contre l'autre et tendre l'oreille. Il n'y avait aucun bruit inhabituel, rien que le murmure des vagues et le croassement des corbeaux dans le bois. Les bougies étaient déjà allumées quand nous avons atteint le hameau, et je n'oublierai jamais combien la vue de la lumière jaune qui se glissait sous les portes et éclairait les fenêtres m'a redonné du courage. Mais il s'est avéré que c'était le seul encouragement que nous pouvions espérer en ces lieux, car personne n'acceptait de retourner avec nous à l'amiral Benbow. On penserait que des hommes auraient honte de se conduire ainsi. Plus nous leur parlions de nos malheurs, plus ils s'accrochaient tous, hommes, femmes et enfants, à la sécurité de leur foyer. Le nom du capitaine Flint, s'il m'était étranger, était bien connu de certains villageois et lesté d'une lourde charge de terreur. De plus, certains des hommes qui avaient travaillé dans les champs au-delà de l'amiral Benbow se souvenaient d'avoir aperçu plusieurs inconnus sur la route. Les prenant pour des contrebandiers, ils s'étaient bien gardés de les approcher, et l'un des villageois au moins avait vu une petite goélette à l'endroit que nous appelions Kit's Hall. De toute façon, quiconque était un compagnon du capitaine leur inspirait une crainte mortelle. En résumé, si plusieurs d'entre eux voulaient bien aller chercher le docteur Livesey qui habitait dans la direction opposée, personne n'acceptait de nous aider à défendre l'auberge. On dit que la lâcheté est contagieuse. D'un autre côté, il n'existe rien de plus encourageant qu'un bon discours, si bien que ma mère, après les avoir tous entendus, a pris la parole. Son garçon venait de perdre son père, a-t-elle déclaré. Elle n'allait pas le laisser perdre aussi l'argent qui lui appartenait. Si vous n'osez pas, tous autant que vous êtes, Jim et moi oserons. Nous retournerons là d'où nous venons, et je ne remercie pas les poules mouillées qui sont ici ce soir. Nous ouvrirons ce coffre, même si nous devons y laisser la vie. J'emprunte votre sac, Mrs. Crowley, pour apporter l'argent qui nous est dû. Bien entendu, j'ai dit que j'accompagnerais ma mère. Et bien entendu, ils ont poussé les hauts cris en déplorant notre folie. Mais aucun homme ne s'est décidé à venir avec nous. Tout ce qu'ils ont accepté de faire, c'est de me donner un pistolet chargé pour le cas où l'on nous attaquerait, et de promettre que des chevaux sellés nous attendraient pour nous permettre de fuir si nous étions poursuivis. Cependant, un garçon allait partir chez le docteur pour lui demander de venir avec des renforts armés. Mon cœur battait la chamade quand nous sommes sortis tous les deux dans la nuit glacée pour entreprendre cette dangereuse expédition. La lune commençait à se lever et à rougeoyer à travers la brume. Raison de plus pour nous hâter. Il était certain qu'il ferait aussi clair qu'en plein jour quand nous ressortirions de l'auberge, ce qui nous exposerait au regard de guetteurs éventuels. Nous filions en silence le long des haies, mais nous n'avons rien entendu qui ait pu accroître notre terreur jusqu'au moment où nous avons éprouvé un immense soulagement quand la porte de l'amiral Benbow s'est refermée derrière nous. J'ai tiré le verrou aussitôt et nous sommes restés un moment dans le noir à reprendre notre souffle, seuls dans la maison avec le cadavre du capitaine. Puis ma mère a pris une bougie dans le bar et, nous tenant par la main, nous sommes entrés dans le salon. Il reposait où nous l'avions laissé, les yeux grands ouverts et un bras tout raide à l'équerre de son corps. « Tirez les rideaux, Jim, » a chuchoté ma mère. « Il pourrait venir et nous voir. »
Et maintenant, nous devons trouver la clé du coffre sur ça. Elle a laissé s'échapper une sorte de sanglot en disant ces mots. Je me suis mis à genoux sans attendre. Sur le sol, près de sa main, il y avait un bout de papier noirci d'un côté. C'était sans doute la marque noire. En le retournant, j'ai pu lire ces mots tracés d'une belle écriture. « Tu as jusqu'à 10 heures ce soir. » Il avait jusqu'à 10 heures, mère. Je n'avais pas fini de parler que notre vieille horloge s'est mise à sonner. Ce bruit inattendu nous a fait sursauter, mais il annonçait une bonne nouvelle. Il n'était que 6 heures. Et maintenant, Jim, la clé. Je fouillai ses poches l'une après l'autre. Elles contenaient quelques piécettes, un dé à coudre, du fil et de grosses aiguilles, un morceau de tabac à chiquer tout mordillé, son couteau à manche recourbée, un compas de poche, un briquet à amadou. Je commençais à perdre espoir. « Elle est peut-être pendue à son cou » a suggéré ma mère. Surmontant une vive répugnance, j'ai ouvert son col de chemise, et là, en effet, j'ai trouvé la clé pendue à une cordelette goudronnée que j'ai coupée avec son propre couteau. Emplis d'espoir par ce succès, nous sommes montés en toute hâte jusqu'à la petite pièce où il avait dormi si longtemps et où sa malle était restée depuis le jour de son arrivée. Elle ressemblait à n'importe quelle malle de marin. Elle avait mené une vie longue et rude, à en juger par la manière dont ses coins étaient enfoncés et fendus. La lettre B était gravée au fer rouge sur le couvercle. « Donne-moi la clé, » dit ma mère. La serrure était grippée, pourtant elle a réussi à tourner la clé et à ouvrir la malle en un tournement. Une forte odeur de tabac et de goudron s'est répandue dans la chambre, mais on ne voyait rien d'autre sur le dessus qu'un costume de qualité, brossé et plié avec soin. Il n'avait jamais été porté, selon ma mère. Le costume recouvrait tout un bric-à-brac, un cadran, un gobelet d'étain, plusieurs morceaux de tabac à chiquer, 2 paires de très beaux pistolets, un lingot d'argent, une vieille montre espagnole et quelques autres babioles de peu de valeur et de factures étrangères, une paire de boussoles à monture de cuivre et 5 ou 6 curieux coquillages des Caraïbes. Je me suis souvent demandé pourquoi il emportait ces coquillages dans ses errances d'homme traqué. Pour l'instant, nous n'avions rien trouvé de valeur si ce n'est le lingot et les babioles qui ne faisaient pas notre affaire. En dessous, il y avait un vieux surroi, blanchi par le sel à force d'aller d'un port à l'autre. Ma mère l'a tiré d'un geste brusque, découvrant les dernières choses que contenait le coffre, un paquet enveloppé de toile cirée qui semblait contenir des papiers, et un sac de toile qui a émis un tintement de pièces d'or dès que nous l'avons touché. « Je montrerai à ces brigands que je suis une honnête femme, » murmura ma mère. « Je prendrai ce qui m'est dû, pas un sou de plus. Approche le sac de Mrs. Crowley. » Et elle a commencé à transférer du sac de toile à celui que je portais le montant de la dette du capitaine. Ce n'était pas tâche facile, car il y avait un mélange de toutes sortes de pièces, des doublons, des louis d'or, des guinées, des pièces de 8 et je ne sais quoi d'autre. De plus, les guinées, qui étaient les seules que ma mère savait utiliser pour ses comptes, étaient très peu nombreuses. Alors que nous en étions à peu près à la moitié, je lui ai soudain saisi le bras, car j'avais entendu dans le silence profond de la nuit un son qui m'a glacé le sang. Le tap, tap du bâton de l'aveugle sur la route gelée. Il se rapprochait, alors que nous restions assis, retenant notre souffle. Puis il a frappé sèchement la porte de l'auberge, et nous avons entendu que le misérable tournait la poignée et secouait le verrou pour entrer. Pendant un moment, il n'y eut plus le moindre bruit, ni dedans, ni dehors. Enfin, le tap, tap a repris, et, ce qui nous a soulagés d'une manière que je ne saurais dire, s'est éloigné jusqu'à s'évanouir complètement. « Mère, prenons tout et partons !» ai-je dit, car j'étais sûr qu'il avait trouvé la porte verrouillée suspecte et ramènerait bientôt toute la troupe. Et en vérité, une personne qui n'a pas rencontré cet horrible aveugle ne peut imaginer combien je me félicitais d'avoir tiré le verrou. Mais ma mère avait beau trembler de peur, elle refusait d'en porter plus qu'il ne lui était dû, sans pour autant se contenter d'en prendre moins. « Il n'était pas encore 7 heures, disait-elle, loin de là. Elle connaissait ses droits et ne céderait pas. » Elle était encore en train de discuter avec moi quand nous avons entendu un coup de sifflet discret du côté de la colline. C'était suffisant, et même plus que suffisant pour elle et pour moi. « Je prends ce que j'ai, » dit-elle en se relevant d'un bond. « Et moi j'emporte ça pour arrondir les comptes, » dis-je en saisissant le paquet entouré de toile cirée. À l'instant suivant, ayant laissé la bougie près du coffre, nous descendions l'escalier à tâtons tous les deux avant d'ouvrir la porte et de battre en retraite. Il était grand temps.
Le brouillard se dissipait rapidement, la lune éclairait déjà les collines de tous côtés, et c'était seulement au fond de la cuvette, et devant la porte de la taverne, qu'un rideau de brume intact pouvait encore cacher les premiers pas de notre fuite. Avant d'avoir parcouru la moitié du chemin nous menant au hameau, nous allions commencer à monter la colline et émergions dans le clair de lune. Ce n'était pas tout, car nous entendions déjà le bruit de plusieurs personnes avançant au pas de course et, en nous retournant pour regarder, nous avons vu une lumière qui se balançait et s'approchait, ce qui indiquait que l'un des assaillants portait une lanterne. « Mon chéri, » dit soudain ma mère, « prends l'argent et fuis. Je vais m'évanouir. » C'est la fin, ai-je pensé, pour elle et pour moi. Comme j'ai maudit la lâcheté des voisins, comme j'ai blâmé ma pauvre mère pour son honnêteté et son avarice, pour son inconscience passée et sa faiblesse présente. Par chance, nous avions atteint le petit pont. Alors qu'elle tenait à peine debout, je l'ai aidée à atteindre le talus de la berge. Et voilà, elle a poussé un soupir et s'est effondrée sur mon épaule. J'ignore comment j'ai trouvé assez de force, et je crains de m'être montré un peu rude, mais j'ai réussi à la descendre et à la tirer en partie sous l'arche du pont. Je ne pouvais en faire plus, car le pont était si bas que je suis tout juste parvenu à me glisser dessous moi-même. Il nous fallait rester là, ma mère presque entièrement visible, et tous deux à portée de voix de l'auberge. En un sens, ma curiosité l'emportait sur ma peur. Incapable de rester où j'étais, je suis remonté en rampant jusqu'au talus et me suis caché derrière un buisson de genêts pour observer la route devant notre porte. À peine m'étais-je mis en position que mes ennemis ont commencé à arriver. Ils étaient 7 ou 8 et couraient aussi vite que possible, dans le plus grand désordre, l'homme à la lanterne plusieurs pas devant les autres. 3 hommes couraient ensemble en se tenant par la main, et j'ai pu deviner, malgré la brume, que le personnage central de ce trio était l'aveugle. À l'instant suivant, sa voix m'a prouvé que je ne me trompais pas. « Enfoncez la porte !» a-t-il crié. « À vos ordres, monsieur !» ont répondu 2 ou 3 voix. Ils se sont rués sur l'amiral Benbow, suivis par le porteur de lanterne. J'ai vu alors qu'ils hésitaient, et j'ai entendu des murmures comme s'ils étaient étonnés de trouver la porte ouverte. Mais la pause n'a pas duré, car l'aveugle a donné de nouveaux ordres. Sa voix enflait, comme s'il brûlait d'impatience et de rage. « Dedans, dedans, dedans !» criait-il, et il leur reprochait leur lenteur en les couvrant d'injures. « Allez, plus vite que ça, on avance, allez !» 4 ou 5 d'entre eux ont obéi aussitôt, 2 sont restés sur la route avec le redoutable aveugle. Après un moment de silence, j'ai entendu un cri de surprise, puis une voix hurlant depuis la maison. « Il est mort !» Mais l'aveugle les a insultés de plus belle. « Bougre d'âne, qu'un gars le fouille! Les autres, montez là-haut et rapportez le coffre !» J'entendais leurs pas secouer notre vieil escalier et je me disais que toute la maison devait trembler. Peu après, de nouveaux hurlements de stupéfaction se sont élevés. La fenêtre de la chambre du capitaine s'est ouverte dans un grand fracas de verre brisé et un homme s'est penché, sa tête et ses épaules brillant au clair de lune. « Pew !» a-t-il crié à l'aveugle en contrebas. « Ils sont déjà venus. Quelqu'un a fourragé le coffre de bas et de haut. »« Il y est !» a rugi Pew. « L'argent y est. » « Que l'argent aille au diable! Je parle du rouleau de Flint !»« Je l'ai pas vu nulle part. » a répliqué l'homme. « Hé, vous en bas! L'est-il sur Bill ?» a demandé l'aveugle. Alors un autre bonhomme, peut-être celui qui était resté en bas pour fouiller le capitaine, s'est montré à la porte de l'auberge. « L'a été inspecté comme il faut. Y a rien. »« C'est les gens de l'auberge. C'est le gamin !» a crié Pew l'aveugle. « J'aurais dû lui arracher les yeux. Ils étaient là à l'instant. J'ai voulu ouvrir la porte, mais ils l'avaient verrouillée. Dispersez-vous, les gars, et trouvez-les !»« Même qu'ils ont laissé leur lumignon, » a dit l'homme à la fenêtre. Allez, et trouvez-les !» a répété Pew en frappant le sol de son bâton. Fouillez la maison de fond en comble !» Un grand chambardement a suivi dans notre vieille auberge. Une cavalcade de pas lourds de tous côtés, des meubles renversés, des portes fracturées, au point que les rochers alentours renvoyaient l'écho du vacarme. Les hommes sont ressortis un par un sur la route et ont déclaré que nous n'étions certes pas dedans. À ce moment-là, le même coup de sifflet qui nous avait inquiétés, ma mère et moi, quand nous comptions l'argent du capitaine, s'est fait entendre de nouveau dans la nuit, mais maintenant 2 fois. Auparavant, j'avais cru que l'aveugle sifflait pour appeler son équipe et la mener à l'assaut,
Là, j'ai compris que le signal provenait de la colline qui nous séparait du hameau et, en voyant l'effet qu'il produisait sur les flibustiers, qu'il servait à les avertir de l'approche d'un danger. V'là encore Dirk. A dit l'un d'eux. 2 coups. Faut filer, les gars. Filer? Vous défilez, oui? A hurlé Pew. Dirk a toujours été un crétin et un trouillard. Vous occupez pas de lui. Ils peuvent pas être loin. Ils sont tout près, vous les tenez. Cherchez-les, chiens que vous êtes. Oh, douleur de mon âme, si seulement j'avais des yeux. Cet appel a semblé produire beaucoup d'effets, car 2 des gars se sont mis à chercher ici et là dans le bois de chauffage rangé sous la peintie, sans beaucoup de conviction me semblait-il, jetant un coup d'œil à chaque instant pour assurer leurs arrières, pendant que les autres se tenaient indécis sur la route. Vous avez des millions à portée de la main, bande d'abrutis, et vous traînez la jambe. Vous seriez aussi riche que des rois si vous le trouviez. Vous savez qu'il est ici, et vous restez là à vous gratter le nez. Y a pas l'un de vous qui a osé affronter Bill, et c'est moi que je le fais. Un aveugle. Et je vais perdre le gros lot à cause de vous. Je vais me retrouver pauvre mendiant à réclamer du rhum en rampant, alors que je pourrais rouler en carrosse. Si vous aviez que l'ardeur d'un charançon dans un biscuit de mer, vous pourriez encore les attraper. Arrête, Pew. Nous avons les doublons. A grogné quelqu'un. Ils ont pu cacher le sacré machin. A ajouté un autre. Prends les écus, Pew, au lieu de rester là à tempêter. Tempêter était le mot juste. La fureur de Pew a si bien gonflé à la suite de ses objections qu'elle a débordé et qu'il s'est mis à frapper de tous côtés sans voir. J'ai pu juger au bruit que ses coups en ont atteint plus d'un. Les gars de la troupe renvoyaient au diabolique aveugle ses injures, le menaçaient dans les termes les plus vils et tentaient en vain de saisir le bâton pour le lui arracher. Cette querelle nous a sauvé la vie, car pendant qu'elle faisait rage, un autre son nous est parvenu depuis la colline qui nous séparait du hameau. Les sabots de chevaux lancés au galop. Presque au même instant, j'ai vu un éclair du côté de la haie et entendu la détonation d'un coup de pistolet. C'en était trop, de toute évidence. Les flibustiers se sont mis aussitôt à courir dans toutes les directions, l'un vers la mer, l'autre obliquant à l'assaut de la colline, et ainsi de suite, si bien qu'au bout d'une demi-minute, il ne restait personne à part Pew. J'ignore s'ils l'avaient abandonné parce qu'ils avaient cédé à la panique ou parce qu'il avait voulu se venger des insultes et des coups reçus, mais il est resté là, frappant furieusement sur la route de ci et de là, avançant à tâtons, appelant ses compagnons. Il a fini par tourner du mauvais côté et il a parcouru quelques pas en direction du hameau, passant tout près de moi et criant « Johnny! Black Dog! Dirk! et d'autres noms. Vous allez pas laisser le vieux Pew, les gars! Hein? Pas le vieux Pew! » Le son des sabots a franchi la crête et 4 ou 5 cavaliers sont apparus dans le clair de lune avant de dévaler la pente au triple galop. Pew a compris son erreur, a fait demi-tour en hurlant et a couru droit au fossé dans lequel il a dégringolé. Il s'est relevé en une seconde et s'est précipité dans l'affolement le plus complet, juste sur la trajectoire du premier cheval. Le cavalier a voulu l'éviter, mais en vain. Pew a culbuté en poussant un cri qui a résonné dans la nuit et les 4 sabots l'ont piétiné et martelé en passant. Il a roulé sur le flanc, puis s'est abaissé doucement, face contre terre, et n'a plus bougé. J'ai bondi et hélé les cavaliers. Ils étaient en train de s'arrêter de toute façon, horrifiés par l'accident, et j'ai pu voir qui ils étaient. L'un d'eux arrivait seulement. C'était le garçon du hameau qui était parti chercher le docteur Livesey. Les autres étaient les officiers des douanes qu'il avait rencontrés en chemin et qu'il avait eu l'intelligence de ramener aussitôt. La présence de la goélette à Kids Hall avait été signalée au commandant Dance, qui avait décidé de faire une tournée d'inspection dans le coin, ce qui a eu pour conséquence que nous avons échappé à la mort, ma mère et moi. Pew, lui, était mort. Et bien mort. Quant à ma mère, que nous avons portée au hameau, un peu d'eau froide et des sels l'ont vite ranimée. Elle semblait remise de sa frayeur, mais elle continuait à déplorer de n'avoir pas repris tout son argent. Pendant ce temps, le commandant a chevauché aussi vite que possible jusqu'à Kids Hall, mais ses hommes ont dû mettre pied à terre et descendre dans le ravin en menant leurs chevaux dans l'obscurité tant bien que mal, les retenant même, car ils craignaient une embuscade. Comme on pouvait s'y attendre, la goélette s'éloignait déjà quand ils sont arrivés sur la grève, mais elle restait à portée de voix. Le commandant l'a hélé. Un homme a répondu, lui conseillant de se tenir en dehors du clair de lune s'il ne voulait pas qu'on le truffe de plomb. En même temps, une balle a sifflé tout près de son bras. Peu après, la goélette a doublé le cap et a disparu.
Mr. Dance se tenait là, selon son expression, comme un poisson hors de l'eau, et tout ce qu'il a pu faire, c'est d'envoyer un cavalier à Brie pour avertir le garde-côte. Ça ou rien, Nous a-t-il dit? c'est pareil. Ils ont filé et n'en parlons plus. Je suis quand même pas mécontent A-t-il ajouté, d'avoir marché sur les corps de Maître Pew. car entre-temps je lui avais raconté mon histoire. Je suis retourné avec lui à l'amiral Benbow, et vous ne pouvez pas imaginer le saccage dans la maison. Ces gens avaient renversé jusqu'à l'horloge dans leur rage à nous retrouver, ma mère et moi, et s'il ne manquait rien, en vérité, à part la bourse du capitaine et un peu d'argent dans notre caisse, j'ai vu immédiatement que nous étions ruinés. Mr. Dance ne comprenait pas ce qui avait pu se passer. Ils ont emporté l'argent, dis-tu? Dans ce cas, Hawkins, que diable recherchait-il? Davantage d'argent, je suppose? Non, monsieur, pas de l'argent, je pense. En fait, monsieur, je crois que j'ai la chose dans ma poche, et pour tout vous dire, j'aimerais bien la mettre en lieu sûr. Bien sûr, mon garçon. Très bien. Je vais la prendre, si tu veux. J'ai pensé que peut-être le docteur Livesey... Il m'a interrompu sur un ton enjoué. Mais oui, c'est parfait. Parfait. Un gentleman et un magistrat. Maintenant que j'y pense, je ferais mieux d'y aller moi-même et de lui adresser mon rapport, ou bien au sieur. Maître Pew est mort, en fin de compte. Ce n'est pas que je le regrette, mais il est mort, tu vois, et des gens pourraient critiquer les officiers des douanes de Sa Majesté s'ils ont envie de les attaquer. Je vais te dire, Hawkins, si tu veux, je t'emmène. Je l'ai remercié chaudement pour son offre, et nous sommes retournés au hameau où les cavaliers étaient restés. Le temps que j'informe ma mère, ils étaient tous en selle. Dogger, A dit Mr. Dance. vous avez un bon cheval. Prenez ce gamin en croupe. Je suis monté derrière Dogger et me suis accroché à sa ceinture. Le commandant a donné le signal et la troupe s'était lancée au trot vers la maison du docteur Livesey. Nous avons chevauché sans ralentir jusqu'à la porte de Mr. Livesey. La maison était plongée dans l'obscurité. Mr. Dance m'a dit de sauter à terre et de frapper à la porte. Dogger m'a tendu un étrier pour m'aider à descendre. Une servante a ouvert la porte tout de suite. « Mr. Livesey est-il là ?» ai-je demandé. Elle a répondu que non. Il était revenu dans l'après-midi, mais il était reparti au manoir pour dîner et passer la soirée avec le sieur. « Allons-y, mes enfants. » a dit Mr. Dance. Cette fois, comme la distance était courte, je ne suis pas monté en croupe, mais j'ai saisi la courroie de l'étrier de Dogger et j'ai couru à côté du cheval jusqu'à la grille du parc, puis le long de l'allée qui menait à la ligne blanche des bâtiments du manoir. Le clair de lune répandait sa lumière argentée sur les antiques jardins. Mr. Dance a mis pied à terre et, m'emmenant avec lui, nous a fait entrer d'un mot. Le serviteur nous a conduits au bout d'un couloir et nous a introduits dans une grande bibliothèque. Il y avait de tous côtés des étagères pleines de livres, avec des bustes sur les planches les plus hautes. Le sieur et le docteur Livesey étaient assis, pipe à la main, de part et d'autre d'un bon feu. Je n'avais jamais vu le sieur de si près. C'était un homme dont la taille dépassait 6 pieds, large en proportion, et il avait un visage rude et franc, rougi, tanné et ridé par ses longs voyages. Ses sourcils, très noirs et mobiles, donnaient l'impression qu'il avait un tempérament, je ne dirais pas mauvais, mais vif et hautain. « Entrez, Mr. Dance. » dit-il d'un ton solennel et condescendant. « Bonsoir, Dance. » dit le docteur avec un petit signe de tête. « Et bonsoir à toi, l'ami Jim. Quel bon vent vous amène ?» Le commandant est resté debout, bien droit et bien raide, et il a raconté l'histoire comme on récite une leçon. Et vous auriez dû voir comment les deux messieurs tendaient le cou et échangeaient des regards et oubliaient de fumer tellement ils étaient étonnés et intéressés. Quand ils ont entendu que ma mère était retournée à l'auberge, le docteur Livesey s'est donné une bonne claque sur la cuisse et le sieur a crié bravo et a cassé sa longue pipe sur la grille de la cheminée. Alors qu'ils étaient loin d'en avoir terminé, Mr. Trelawney, tel était, vous vous en souvenez, le nom du sieur, s'était levé et arpentait la pièce, et le docteur, comme pour mieux entendre, avait ôté sa perruque poudrée et offrait un curieux spectacle, assis là avec son crâne noirci par les picots de ses cheveux coupés ras. Mr. Dance a enfin achevé son récit. « Mr. Dance, Dit le sieur, vous êtes un très brave homme. Quant à avoir foulé aux pieds cet horrible gredin, je tiens cela pour une bonne action, monsieur,
comme d'écraser un cafard. Ce jeune Hawkins est un bon gars, à ce que je vois. Hawkins, voulez-vous sonner la cloche? Il faut un peu de bière pour Mr. Dance. Ainsi, Jim, dit le docteur, tu as la chose qu'il recherchait vraiment? La voilà, monsieur, ai-je dit en lui tendant le paquet de toile cirée. Le docteur l'a tourné et retourné, comme si ses doigts avaient brûlé du désir de l'ouvrir, mais non, il l'a glissé calmement dans la poche de son habit. Sieur, dit-il, quand Dance aura bu sa bière, il devra repartir au service de Sa Majesté, bien entendu. Mais j'aimerais inviter Jim Hawkins à dormir chez moi, et avec votre permission, je propose que nous fassions monter du pâté froid pour qu'il puisse souper. Comme vous voulez, Livesey, dit le sieur. Mais Hawkins mérite mieux qu'un pâté froid. Un serviteur a donc apporté un pigeon en croûte et l'a posé sur une petite table. Je lui ai fait honneur car j'avais une faim de loup, cependant qu'ils adressaient encore des compliments à Mr. Dance avant de lui donner son congé. Et maintenant, sieur, dit le docteur. Et maintenant, Livesey, dit le sieur en même temps. Chacun son tour. Chacun son tour. S'est écrié le docteur Livesey en riant. Vous avez entendu parler de ce Flint, je suppose. Entendu parler de lui, dites-vous? C'était le flibustier le plus sanguinaire qui ait jamais navigué. Barbe Noire n'était qu'un enfant de cœur à côté de Flint. Les Espagnols le craignaient de manière si prodigieuse que je vous assure, monsieur, que je me sentais parfois fier de le savoir anglais. J'ai vu, de mes yeux vu, ces voiles d'artimon au large de Trinidad, et le fils d'ivrogne qui commandait notre navire a été pris d'une telle frousse qu'il a viré de bord. Viré de bord, monsieur, pour se réfugier à Port of Spain. Eh bien moi j'ai entendu parler de lui ici, en Angleterre, dit le docteur. Mais je me demande s'il avait de l'argent. De l'argent? Vous venez d'entendre ce que Dance a raconté? Que cherchaient ces canailles sinon l'argent? À quoi s'intéressent-ils sinon à l'argent? Pourquoi risqueraient-ils leur carcasse de coquin sinon pour l'argent? Cela nous le saurons bientôt, mais vous vous emportez et haussez si bien la voix que je ne peux placer un mot. Ce que je veux savoir est ceci. En supposant que je possède dans ma poche quelque indice quant à l'endroit où Flint a enterré son trésor, ce trésor se monte-t-il à une belle somme? S'il se monte à une belle somme, monsieur? S'est écrié le sieur. Il se monte à ceci. Si nous avons l'indice dont vous parlez, j'équipe un navire au port de Bristol et je vous emmène avec Hawkins ici présent et je trouve le trésor, même si je dois le chercher pendant 1 an. Très bien, dit le docteur. Dans ce cas, si Jim n'y voit pas d'objection, nous allons ouvrir le paquet. Et il l'a posé devant lui sur la table. La toile cirée était cousue. Le docteur est allé chercher sa trousse et a sectionné le fil avec des ciseaux de chirurgie. Il y avait un cahier et une feuille de papier cachetée. Commençons par le cahier, a proposé le docteur. Le sieur et moi regardions par-dessus son épaule, car le docteur Livesey m'avait aimablement invité à quitter la petite table où je mangeais pour jouir du plaisir de la découverte. Sur la première page, il y avait des échantillons d'écriture, comme un homme tenant une plume à la main en tracerait par des œuvrements ou pour s'exercer. L'un d'eux était identique au tatouage « Billy Bones s'en moque », et puis « Mr. W. Bones, second, y a plus de rhum ?» Devant Palm Key, il l'a eu, et quelques autres bribes de mots illisibles. Je ne pouvais m'empêcher de me demander qui était ce « il » et ce qu'il avait eu. Un coup de couteau dans le dos, sans doute. « Rien à tirer de cette page », a remarqué le docteur Livesey avant de passer à la suivante. Les 10 ou 12 premières pages étaient remplies d'une étrange suite d'inscriptions. À un bout de chaque ligne se trouvait une date et à l'autre bout une somme d'argent, comme dans un livre de comptes, mais au lieu d'une phrase d'explication au milieu, il y avait un nombre variable de croix. Le 12 juin 1745, par exemple, une dette de 70 livres semblait être arrivée à échéance, mais la raison de la dette était remplacée par 6 croix. Dans certains cas, c'est vrai, un nom de lieu était indiqué, comme au large de Caracas, ou bien des chiffres de latitude et de longitude, comme 62 degrés 17 minutes 20 secondes, 19 degrés 2 minutes 40 secondes. Le registre couvrait une période de près de 20 ans. Et les sommes devenaient de plus en plus grosses au fil du temps. Un total avait été calculé à la fin, non sans mal, car 5 ou 6 additions fausses étaient rayées, et ces mots l'accompagnaient « Bones, son magot ». « Ça n'a ni queue ni tête », a remarqué le docteur Livesey. C'est clair comme le jour, a crié le sieur.
Ceci est le livre de compte de ce chien galeux. Ces croix représentent les navires coulés ou les villes pillées. Les sommes sont la part du gredin, et quand il craignait une équivoque, vous voyez qu'il ajoutait une indication au large de Caracas. Eh bien, ils ont abordé un malheureux vaisseau au large de cette côte. Dieu ait pitié des pauvres membres de l'équipage, devenus corail depuis longtemps. Mais oui, a dit le docteur. Voyez le bénéfice d'avoir voyagé. Mais oui, les sommes augmentent, bien sûr, à mesure qu'ils montent en grade. Il n'y avait pas grand-chose d'autre dans le cahier, si ce n'est quelques relevés de position notés sur les pages blanches vers la fin, et un tableau de conversion des monnaies françaises, espagnoles et anglaises. Un homme économe, s'est écrié le docteur. On ne devait pas le tromper facilement. Et maintenant, dit le sieur, passons à l'autre. La feuille de papier avait été cachetée en plusieurs endroits. Un dé à coudre avait servi de seau, ce même dé peut-être que j'avais trouvé dans la poche du capitaine. Le docteur a brisé la cire avec grand soin, et nous avons découvert la carte du Nil, avec latitude et longitude, sondage des fonds marins, nom des collines et baies, et tous les renseignements nécessaires pour y amener un navire à mouillage sûr. L'île mesurait environ 9 milles de long sur 5 de large. On pourrait dire que sa forme était celle d'un gros dragon dressé, comportant 2 ports bien abrités et une colline centrale baptisée la Longue Vue. Plusieurs indications avaient été ajoutées à une date postérieure, et principalement 3 croix à l'encre rouge, 2 au nord de l'île et une au sud-ouest. À côté de cette dernière, on pouvait lire quelques mots tracés avec la même encre rouge, d'une écriture serrée et soigneuse, très différente des caractères tremblés du capitaine. Ici, le gros du trésor. Au dos de la feuille, ces informations de la même main: grand arbre, flanc de la Longue Vue, direction au N du NNE. Île du squelette ESE et par E. 10 pieds. Les lingots d'argent dans la cache nord. Vous pouvez la trouver en vous dirigeant vers la bosse est, à 10 brasses du rocher noir en forme de visage. Les armes faciles à trouver dans la dune, au N du cap de la passe nord, direction E, quart N. J, F. C'était tout. Succinct et, pour moi, incompréhensible, mais suffisant pour combler de joie le sieur et le docteur Livesey. Livesey, dit le sieur, renoncez à votre misérable clientèle. Demain, je pars à Bristol. Dans 3 semaines, 15 jours, 10 jours, nous aurons le meilleur navire d'Angleterre, monsieur, et un équipage de choix. Hawkins viendra comme mousse. Vous ferez un fameux mousse, Hawkins. Vous, Livesey, vous êtes le médecin de bord. Moi, l'amiral. Nous prendrons Redruth, Joyce et Hunter. Nous aurons des vents favorables, une traversée brève. Nous trouverons l'endroit sans aucun mal, et ensuite, de l'argent à s'en remplir la panse, à se vautrer dedans, à faire des cocottes en papier jusqu'à la fin de nos jours. Trelawney, dit le docteur, j'irai avec vous. Et je me porte garant que Jim viendra aussi et fera honneur à l'entreprise. Un seul homme m'inspire des craintes. Qui donc? Nommez ce chien, monsieur. Vous, car vous ne savez pas tenir votre langue. Nous ne sommes pas les seuls à connaître ce document. Ces bandits qui ont attaqué l'auberge ce soir, des ruffians intrépides, c'est sûr, et ceux qui sont restés à bord de la goélette, et d'autres, je suppose, qui rôdent à proximité, sont tous décidés à aller au bout pour mettre la main sur cet argent. Aucun d'entre nous ne doit demeurer seul tant que nous n'aurons pas embarqué. Jim et moi, nous allons rester ensemble en attendant. Vous emmènerez Joyce et Hunter quand vous partirez à Bristol, et jusqu'au dernier moment, aucun d'entre nous ne doit souffler mot de notre découverte. Livesey, a répliqué le sieur, vous avez toujours raison. Je serai muet comme la tombe.